Bonjour et bienvenue dans Et pourquoi pas. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et pourquoi pas parler de la santé mentale des entrepreneurs. Alors, je suis accompagnée par notre expert comptable ici. Waïb, ça va? Très bien, et toi? Ouais, super. Tu vas nous éclairer sur pas mal de sujets. Avec Et puis, plaisir. nous avons les spécialistes en plateau. Je vous les présente rapidement. Nous avons Fanny Nussbaum qui est avec nous. Bonjour Bonjour Fanny. Charlotte. Nous avons également Alec Henry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous avons Mike Kaovan. Bonjour. Bienvenue Enchanté. Mike. Et Paul Pironnet qui est avec nous sur ce plateau. Enchanté. Enchanté, merci d'être avec nous. Alors je le disais, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir leur propre patron. Mais ça ne se passe pas toujours de la façon dont ils le souhaitent, parce que le marché n'est pas comme on l'imagine, les stress qui arrivent, on ne les attendait pas. Et puis surtout, on a tendance à dire qu'un entrepreneur, c'est une personne qui est passionnée, endurante, performante, bref, un super-héros. Mais la réalité, c'est qu'on a tendance à oublier l'humain, la personne qui est derrière, avec ses émotions, avec ses ressentis, avec ses ups, avec ses downs. Et il y a une étude qui a été menée par l'ACSM, qui a été menée donc auprès de 300 entrepreneurs et qui a révélé que près de 71% d'entre eux révèlent une véritable souffrance émotionnelle. C'est un chiffre qui est considérable. J'aimerais qu'on en parle avec mes invités en plateau. Ça vous évoque quoi, ces 71%? Je vais rebondir sur tout ce qui a été dit rapidement. Moi, j'assimile beaucoup l'entrepreneuriat finalement au sport. Et du coup, quand tu fais du sport, tu vas choisir si tu veux être un sportif de haut niveau, si tu veux être un Olympien ou si tu veux juste faire du sport de manière casuelle. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, effectivement, il va y avoir des enjeux et de l'implication qui va être nécessaire et ça peut créer une certaine pression. Ça, c'est le premier point qui pourrait être la cause de ça. Le deuxième point, c'est aussi toute cette pression liée aux réseaux sociaux, le fait de se comparer aux autres, le fait de vouloir aller trop vite, le fait de voir des chiffres toujours plus grands et puis de se dire, mais moi aussi, je dois y arriver. Pourquoi j'y arrive pas alors que d'autres y arrivent? Mais on voit que la surface visible, finalement, sur les réseaux, on voit que ce qu'on veut bien nous montrer. Et puis, le dernier point, finalement, c'est que on est tous différents, on n'est pas égal, et ça, il faut l'accepter, et puis il faut aller à son rythme. Ok, Fanny, je me permets de te donner la parole parce que donc toi, tu es psychologue, tu es dans les neurosciences, l'intelligence et la performance, tu es chercheuse également à l'Université de Lyon 1, tu es formatrice, conférencière. Et est-ce que tu as remarqué que particulièrement ces derniers temps, avec l'entrepreneuriat qui se développe, est-ce qu'il y a des gens qui sont en détresse psychologique plus qu'avant? Oui, bah, plus qu'avant, je ne sais pas, mais ce serait une observation. C'est vrai que non, je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'autrefois, on pourrait nous donner les stats qui se lancent à leur compte. Et en effet, je trouve qu'il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de difficultés. En fait, on est perdu parce que c'est sûr que il y a l'air ambiant pardon, qui nous dit que beaucoup qu'il faut s'écouter soi-même, être dans une sorte de non-quête ambitieuse, de bienveillance. voilà, bienveillance, communication non violente, etc. Donc tout ça, c'est une culture. Et puis il y a la culture des entrepreneurs qui se veut plutôt, pas forcément contre, mais en tout cas aller dans un autre sens que celui-là. Et en fait, bah, c'est un petit peu un écueil parce que c'est sûr qu'on ne se sent pas forcément toujours bien dans cette idée d'aller vers la performance, d'être dans la compétition. Les entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas complètement tous toujours à l'aise avec ça. Paul, je me permets, ce 71%, il vous évoque quoi? Alors, il m'évoque une chose intéressante, c'est-à-dire que, en fait, la psychologie humaine, parce qu'on va parler évidemment beaucoup d'émotions, Bien sûr. elle est faite de la manière suivante, c'est-à-dire que quand on est allumé par un projet, on a envie d'y aller. En plus, quand on regarde sur les réseaux, ça fait quand même briller. Ce que disait Alec est très juste, c'est-à-dire que ça m'inspire à y aller. Et donc, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer ma part. En plus, il y a une croissance très forte de recherche d'indépendance, de faire Oui. des choses qui nous plaisent vraiment. Alors du coup, on a envie d'y aller. Et c'est bien qu'on y aille, parce qu'aujourd'hui, on a plein de technologies, plein de soutiens, plein de coachs qui nous aident à y aller. Après, il y a une deuxième étape, c'est quand on est vraiment confronté à des difficultés. Et c'est là que, au fond, l'arbre va se consolider ou non. On va prendre des coups de vent de face. Et là, ça devient intéressant de voir comment, en arrière-plan, moi qui n'ai pas été habitué à prendre, au fond, des gros coups de vent, comment je vais gérer ou non cette situation. Et c'est là, dans cette deuxième phase, souvent, que se joue énormément ces 71%. Soit on part vers le bas, soit on remonte vers le haut. Donc c'est up, down, là, C'est ça. on va les vivre évidemment de façon forte sur le plan émotionnel. Ok. Mike? Bah, du coup, c'est une parfaite transition. Je suis dans les 71%. Moi, Raconte-nous. justement, je suis tombé dans cette comparaison extrême, à me comparer justement à du Alec, à du Yomi Denzel, etc., qui réussissaient à faire de l'argent très vite en ligne. C'est ce que j'ai essayé de faire.
et on va se mettre dans une course à essayer de faire de l'argent le plus rapidement possible. J'ai essayé de faire ça en moins de 2 ans et c'est malheureusement ce qu'on vend sur les réseaux. Et je pense que pour les jeunes, c'est vraiment très néfaste. Bien sûr. On va les entraîner dans quelque chose d'assez nocif pour eux, en fait, de se dire que On est en peut faire- position d'échec, en c'est fait. ça, on peut faire 10 000 euros en 24 heures. Et je veux le faire aussi, je veux être libre, je veux partir vivre à Bali, je veux partir vivre à Et Dubaï. qu'est-ce qui t'est arrivé, donc, à toi? Moi, en fait, c'est très compliqué à expliquer. Là, je ne pourrais pas tout résumer. Mais en soi, moi, j'étais quelqu'un de très ambitieux. Carrière professionnelle brillante, je gagnais vraiment très bien ma vie. J'avais très peu d'empathie pour les personnes qui souffraient de maladies mentales, de burn-out, qui faisaient des crises d'angoisse, des crises de panique. Tout ça, pour moi, j'arrivais pas à comprendre. Ok. Jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Et là, je suis passé de l'autre côté. Du jour au lendemain, ou tu l'as senti venir? Je Comment pense ça que, s'est en passé? fait, généralement, quand on souffre de santé mentale, de maladie mentale, c'est quelque chose qui se construit sur le temps. Et puis, il y a de la génétique qui joue aussi, ça, je ne savais pas, mais il y a 40 à 50% d'hérédité dans la maladie mentale. Et donc, moi, je pense que c'est arrivé au fil du temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé cette chaîne, L'envers du décor, où je veux, du coup, parler de santé mentale avec les entrepreneurs et montrer que ce n'est pas tout beau, tout rose et qu'il y a aussi des failles, en fait, chez les entrepreneurs, quoi. Et alors, vous, en termes de, enfin, je dirais, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans ces travers, dans ce stress, dans cette souffrance émotionnelle? Comment... En fait, je crois que la vraie question, pardon, Charlotte, Non, non, mais c'est pas tant qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accepter. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'accepte pas l'inconfort, qu'on n'accepte pas l'échec. Et l'échec, alors là, je vais prendre ma casquette de neuroscientifique assez rapidement. En fait, la plasticité cérébrale dont tout le monde parle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une réorganisation du cerveau qui nous permet d'apprendre. On ne peut pas apprendre si le cerveau ne se désorganise pas. C'est pas possible, en fait, parce qu'on ne peut pas produire d'acétylcholine, etc. Bon, là, je vous passe les détails. Mais c'est pas possible. Et donc, l'échec dont Mike vient de nous parler, on pourrait être super content pour lui. Et lui-même pourrait être super content de cet échec-là. On devrait être super content parce qu'à ce moment-là, on est sûr qu'il a appris quelque chose, que son cerveau, il est en train de bosser pour apprendre tout seul, sans même avoir à faire autre mais chose. j'ai une question, je me permets, est-ce que c'est pas lié à notre culture? Parce qu'on sait que dans Complètement. d'autres pays, je Complètement. pense aux États-Unis, hein, mais bon, il y en a tellement d'autres, où en fait la culture de l'échec est finalement positive. Parce que chez nous, c'est vrai qu'on a tendance à se rabaisser parce qu'on a un échec, mais en fait, c'est très positif. Bien sûr, je vous parle en tant que maman. Quand ma fille, elle est rentrée l'autre jour, elle avait son bus n'était pas venu la chercher, elle a mis hyper longtemps, elle n'avait plus de batterie sur son téléphone pour pouvoir m'appeler, c'était la galère. Alors évidemment, j'étais un petit peu inquiète sur le moment, mais quand elle est arrivée, qu'elle était vraiment comme ça, super stressée, moi j'étais hyper contente pour elle. Je me disais, yes, là tu viens de vivre une bonne difficulté, et je suis contente parce que là ton cerveau, il doit être dans tous les sens en train d'essayer de trouver des solutions. Et donc, j'étais contente pour elle, comme je suis très contente pour Mike. Et tu as réussi à le percevoir comme ça finalement, Mike, ou pas? C'est pas un échec en soi. Enfin, moi, ce qui est arrivé, c'est que ça a commencé avec un vertige, un très gros vertige devant mon ordinateur. Et à partir de ce moment-là, ça a été une descente aux enfers pendant 3 ans. Vraiment. J'ai eu des palpitations, j'ai fait des crises d'angoisse, des crises de panique, alors que je me moquais des gens qui faisaient ça. Quand je m'endormais, j'avais l'impression que j'allais littéralement mourir pour de vrai. Énormément de symptômes physiques que j'ai encore, qui sont restés. Hein. J'ai fait de l'anxiété généralisée à cause de ça, de l'hypocondrie. Maintenant, j'ai très peur des maladies, etc. C'est quelque chose qui reste, malheureusement. Après, je vais mieux parce que maintenant, quand même, je continue à faire des choses, etc. Mais je ne parle pas d'échec parce qu'en soi, c'est physique ce qui se passe. C'est que la santé mentale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau va envoyer des signaux physiques à votre corps. Et quand c'est physique, le premier réflexe qu'on a, c'est je suis malade, j'ai un cancer, j'ai quelque chose, et c'est le premier réflexe qu'on a. Bien sûr. Et on a du mal à accepter justement l'acceptation. Ça, c'est vrai que c'est très important. On a du mal à accepter que c'est le cerveau qui puisse faire ça. Alors, je me permets, hein, aujourd'hui, on est vraiment dans cette émission, et pourquoi pas, où on a envie d'outils, de choses concrètes pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner aux entrepreneurs des clés. Qu'est-ce qu'on pourrait transmettre de tout ça? Qu'est-ce qui pourrait être utile pour les entrepreneurs, justement? Paul. Alors, moi, je voudrais rebondir sur la motivation première. Oui. Au départ, on a parlé d'argent, c'est surtout toi qui as mis ça en avant. Si la motivation d'un entrepreneur, c'est l'argent,
C'est bien, mais il y a beaucoup plus puissant que ça. Libertaire. Notamment, Ouais. notamment par rapport à la santé qui est derrière. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est juste une affaire d'argent, on va faire quelque chose pour avoir quelque chose. Donc c'est bien, c'est super, tout ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus puissant chez les grands entrepreneurs, à mon avis. Quand je parle de grands entrepreneurs, c'est pas par la taille, c'est par la volonté et la capacité à tenir dans le temps. Et quels que soient les coups de vent qui vont reprendre, de rebondir. Et du coup, aussi, de faire face à des contraintes qui sont de plus en plus fortes en étant intrinsèquement, je dis bien intrinsèquement, c'est-à-dire émotionnellement et corporellement, cohérents avec ce qu'ils veulent faire. Mm. Ce qui rend heureux les gens, c'est de faire ce qu'ils aiment. C'est pas d'être dans le confort. Mm. On peut être dans le confort dans des situations extrêmement compliquées. Il faut faire quelque chose qui corresponde à ce à quoi on Et qu'on aspire soit vraiment. aligné. C'est cet alignement qu'on Exactement. recherche. Et là, du coup, on va s'apercevoir qu'on est capable d'encaisser des stress extrêmement importants, mais en étant porté par de la joie, les par vivant quelque chose qui nous met différemment. en santé, qui nous met en énergie. Et alors, pour les petits tips, puisque c'est ça Oui, qu'on bah recherche oui. là, pour ceux qui Mhm. nous écoutent, eh bien, c'est de repérer au fond comment je vis au moment où j'ai une contrainte, comment je le vis intérieurement. Et c'est là que l'écoute un peu plus profonde de mon être, et pas seulement de mon budget, mais au fond, est-ce que je suis content de me lever? Est-ce que je suis content de faire face à ce genre de Qu'est-ce qui situation? m'anime quand je me Qu'est-ce lève? qui Ouais. m'anime vraiment? Et là, ça suppose, tu sais, on parle beaucoup d'intelligence, intelligence Émotionnel. Artificiel ou artificielle. émotionnel? Eh ben, aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé d'intelligence émotionnelle et relationnelle, parce qu'il nous faut de l'intelligence relationnelle pour aller chercher ce qui est à l'intérieur. Bien sûr. Je crois que c'est ça qui est la clé pour moi, profonde, qui fait la différence entre un entrepreneur et un autre. Merci Paul. Donc on parlait justement de santé mentale avec Mike et on va questionner tout de suite Wahib avec son expertise sur la santé et les entrepreneurs. C'est parti pour l'expert nous éclaire. J'aimerais rebondir aussi sur ton propos, Mike, tu as raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut accepter ces différences, il faut arrêter de se comparer et il faut réussir sa vie et pas forcément réussir dans la vie comme le veut cette société. Nous, en tant qu'experts comptables aujourd'hui, on accompagne des entreprises, mais avant tout, on accompagne des femmes et des hommes qui ont des projets et qui veulent réussir dans cet écosystème. Et souvent, en tant qu'expert comptable, on ressent parfois des clients qui sont en perte de vitesse et c'est pour ça qu'on doit, en amont, bien évidemment, anticiper et leur recommander de souscrire à des contrats prévoyance, des contrats assurance homme-clé qui peut assurer à la fois la rémunération, c'est-à-dire le salaire du dirigeant, mais aussi les frais généraux, c'est-à-dire toutes les charges de fonctionnement de l'entreprise. C'est précieux, ça ne coûte pas forcément très cher et en cas de pépin, ça soulage, ça sauve des sociétés. Et en réalité, il ne faut pas hésiter et sous-estimer cet aspect, qu'on soit jeune ou moins jeune. Malheureusement, on ne choisit pas la date à laquelle on pourrait tomber malade. On ne choisit pas la date à laquelle on pourrait avoir une perte de vitesse. Donc c'est important d'être bien couvert, d'avoir une bonne mutuelle et d'avoir des prévoyances, que ce soit des prévoyances complémentaires ou des prévoyances hommes-clés. Donc mon conseil aujourd'hui, c'est ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Anticipons pour se prémunir de tout risque. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Tout de suite, on retrouve Basilou. Hey, c'est Basilou. Aujourd'hui, on va parler des différences de couverture sociale selon le statut du dirigeant. On va comparer deux teams. D'un côté, les travailleurs non salariés qui vont regrouper notamment les micro-entrepreneurs, les entrepreneurs individuels, les gérants de URL et les gérants majoritaires de SARL. Et d'un autre côté, on aura les dirigeants assimilés salariés où on retrouvera notamment les présidents et DG de SAS, de SASU et de SA ou encore les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL. Donc tout d'abord, au niveau du taux de cotisation sociale, il aura tendance à être beaucoup plus faible pour les TNS, qui correspondra donc à une protection sociale qui sera moindre et plus élevée pour les assimilés salariés. En SARL, on sera par exemple autour de 45% versus 82% pour la SAS. Ensuite, au niveau de l'assiette de cotisation, elle partira de la rémunération brute versée aux dirigeants pour les assimilés salariés et pour les TNS, on partira du bénéfice imposable si les entreprises sont soumises à l'IR ou bien de la rémunération nette qui est versée aux dirigeants si les entreprises sont soumises à l'IS, donc l'impôt sur les sociétés. En termes de couverture sociale, l'hospitalisation sera couverte à 80% dans les deux cas. Et ce qu'on va appeler en fait les gros risques, comme les 4 derniers mois de maternité, seront couverts totalement par le régime général dans les deux cas, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, les différences se situeront par exemple au niveau des accidents du travail qui seront couverts en assimilés salariés, mais pas du tout en TNS, ou encore au niveau de la retraite où les cotisations seront beaucoup plus faibles en TNS. Il faudra donc penser à compenser cette différence. Dans les deux cas, il n'y aura pas de chômage en cas d'arrêt d'activité. Et dans les deux cas également, il est fortement recommandé de prendre une mutuelle afin d'étendre sa protection sociale. Allez, je vous rends l'antenne, à la prochaine.
Merci beaucoup. Hey Basilou, on adore faire ce lancement parce qu'on aime beaucoup ce petit nom. Alors effectivement, tout ça peut paraître un petit peu obscur, il rend les choses complètement digestes. Moi j'ai quand même une question. Quand quelqu'un commence à aller mal, c'est quoi la première chose à faire, Fanny? La toute première chose, en fait, quand on va bien, quand on est en état plutôt de performance, alors vous remarquerez qu'en fait, on ne cherche pas à tout contrôler. On est plutôt vraiment monotache et toutes les petites choses autour de soi, on ne cherche pas à les contrôler et c'est très bien, il ne faut pas. En revanche, quand ça ne va pas, eh bien, c'est vraiment le moment où là, on va essayer de contrôler des toutes petites choses autour de soi. On est en baisse de confiance. En fait, quand on a une baisse de confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement qu'on sent qu'on perd le contrôle. À chaque fois, c'est un sentiment de perte de contrôle. Donc, pour arriver à reprendre le contrôle, il y a un truc qui est dans des petites choses du quotidien. Si par exemple, vous êtes super sportif, je pense qu'il y en a beaucoup autour de la table, et que d'habitude, je ne sais pas combien, si c'est juste ou pas, mais en super sportif, on fait 50, 100 pompes d'affilée peut-être. Ok. Et bien là, vous allez faire vos pompes, mais vous n'allez en faire que 5 au départ. Mais vraiment pour les contrôler, pour sentir le contrôle, il n'y a pas d'objectif là, il n'y a pas d'objectif de performance. Vous allez vous dire, tous les jours, je vais déjeuner à midi. Toutes ces petites choses sur lesquelles vous pouvez avoir du contrôle, eh bien, prenez le contrôle dessus. Pour Des choses- sentir qu'on est en pleine maîtrise, c'est ça? c'est pour que voilà, votre inconscient ou votre cerveau, votre inconscient cognitif ait l'impression de reprendre du contrôle petit à petit et pour regagner, pour refaire son capital confiance tout doucement. Donc, vous allez augmenter pendant une semaine, ça va être 5 pompes par jour et puis ensuite, vous allez passer à 10. Mais il faut pas que ce soit, il faut vraiment que ce soit des pistes vertes et que vous soyez sûr de pouvoir gagner du contrôle. Parce que en fait, pour vous le dire très rapidement, quand votre cerveau il sent qu'il peut atteindre son objectif, quand il a un objectif et qu'il sent qu'il peut l'atteindre, alors il va libérer de la dopamine. Et ça, la dopamine, D'accord. c'est super top pour la motivation. Mais s'il n'atteint pas son objectif, eh bien là, il va tomber non pas au niveau 0 de la dopamine, mais en dessous de votre niveau basal de dopamine. Donc c'est très très mauvais si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Et c'est ce qui est arrivé à Mike en fait. Il est tombé en dessous du niveau 0 de la dopamine. Et là, il n'y a plus rien, on n'a plus d'énergie, etc. Alec, est-ce que toi, dans les entrepreneurs que tu as accompagnés, que tu as suivis, tu as déjà quelqu'un qui est venu à toi ou que tu as senti en détresse, que tu as pu accompagner ou orienter, ou que tu l'as senti un peu partir, ou même toi, j'en sais rien? Oui, complètement, ça fait partie du processus. Et je vais rebondir sur un sujet tout à l'heure, les assurances. Il ne faut pas oublier que la meilleure assurance qu'on ait, c'est soi-même. Et du coup, il faut comprendre que, je faisais l'analogie tout à l'heure du sport, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Du coup, on parle beaucoup d'investir dans des formations, dans des compétences, dans des méthodologies, mais il faut avant tout investir en soi. Et je pense que le fait d'avoir réuni ici des experts, c'est un bon exemple. Et il faut savoir s'entourer d'experts, mais pas quand ça va mal, surtout quand ça va bien, en prévoyance, pour pouvoir construire quelque chose justement d'encore plus solide, se connaître soi-même et du coup avoir de la data concrète sur qu'est-ce qui fait que je suis performant, qu'est-ce que je peux faire pour être surperformant, mais surtout faire de cette performance quelque chose de stable. Oui. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et la réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs qui viennent en détresse, pour reprendre tes termes justement, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience de ça en amont. Ils se sont mis une pression hors norme, avec peut-être une pression qui est supérieure et des objectifs qui sont supérieurs à leur capacité actuelle de les atteindre, non pas par compétence, par connaissance, par temps, par énergie, mais juste par peut-être des focus ou différentes choses, et notamment par le fait de se comparer aux autres, de vouloir aller trop vite, etc. Paul? Alors, moi, la première chose que je vais observer chez quelqu'un qui va mal, et c'est normal parce que le cerveau est ainsi fait. Quand je vais mal, mon cerveau, il se met en situation effectivement d'urgence. Donc, sur quoi il met l'attention? Sur les problèmes éventuels qui sont là. Ce n'est pas une mauvaise chose de mettre l'attention sur les problèmes. Ce qui est embêtant, c'est d'y rester. Et là, pour le coup, ça suppose d'accueillir le problème et de se remettre sur une situation solution. Donc ça, c'est pour moi D'être dans l'action finalement, de ne Oui. pas se laisser... Alors, l'action, c'est la troisième action. C'est la Pardon. troisième étape. Ouais. La première, c'est d'accueillir la problématique. Ok, je Parce suis que tant déjà qu'on ne la pas dedans, regarde moi. pas, donc s'il y a une situation qui sonne quelque part, c'est important de l'accueillir et pas de dire voilà. C'est un peu comme l'automne et l'hiver. Hein. L'automne et l'hiver, ça nous alerte que l'automne, l'énergie tombe un peu, l'hiver, ça commence à taper un peu fort. Et là, ça fait naître un nouveau printemps. Et une chose qui est intéressante, c'est que derrière toute frustration, il y a un important qui se cache. Sauf que la question, c'est pas du tout la même chose que de dire aux gens j'en ai marre que ceci, cela, mettre le focus sur ce qui ne va pas et l'exprimer, que de mettre le focus sur ce que je veux et de remettre
l'attention là-dessus. C'est un peu comme une moto dans un virage. Si je regarde la pierre que je veux éviter, c'est sûr que je vais droit sur la pierre. Donc le système nerveux, lui, il fonctionne énormément en fonction de ce sur quoi je focalise l'attention. Et donc premier point, écoutez. Ok. Pourquoi est-ce que ça détermine qu'est-ce qui se passe? Et l'alerte émotionnelle, pour moi, c'est la boussole la plus importante. Si je suis en frustration, qu'est-ce que ça doit m'éclairer sur ce qui est important maintenant en termes de besoins et d'attentes. Ensuite, de me dire, si au fond, ça se passait mieux avec cette personne, avec ce sujet, ça se passerait comment? Et c'est là que je dois me mettre en créativité, pas pour mettre le focus sur ce qui ne va pas, mais pour me dire, Non, si au trouver fond, des ça se passait solutions. mieux. Voilà. Parce que le cerveau, il a besoin. Alors, c'est là que, évidemment, les exemples et tout ça, c'est stimulant. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, mais où est-ce que je vais? C'est quoi mon rêve? Mais je me Et la permets, troisième je chose, me permets juste de comparer, pause. Mike, c'est ce que tu es en train de faire, toi, avec ton podcast. C'est-à-dire Mhm. que l'envers du décor, tu transformes une faiblesse à l'époque en une force pour pouvoir utiliser cette faiblesse. C'est ça, hein? Ouais, c'est un peu ma thérapie aussi, faire de la prévention Ouais. pour les gens qui en peuvent fragilité, ouais. tomber dans ça. Ok. Et pour rebondir sur ce qu'avait dit Paul juste avant, c'est vrai qu'il y a, enfin, l'alignement interne, c'est quelque chose de super important. Ça rejoint aussi ce qu'a dit Alec. Il faut essayer de capter les signaux faibles du corps. C'est ce que tu C'est-à-dire disais. la petite paire de cheveux, la petite et boule ça, au c'est déjà très avancé, parce qu'avant la perte de cheveux, il y a Ouais. beaucoup de choses qui peuvent Ouais, se ouais. ça, capter avant. la petite boule au Pense à ventre, la boule au ventre que j'ai eue la hier. boule au ventre qu'on a tous les matins, ça c'est pas normal. Non, non, mais Et en fait, il faut va réussir pas, à capter, ces petits signaux faibles avant de tomber dans ce Ok. dans quoi je suis tombé, quoi. Alors, pardon, Paul, je t'ai coupé. Donc, Imaginons par exemple que je sois à côté de vous. Je ne sais pas si on se tutoie, on se vous voit. on se mais enfin, tutoie, si tu veux. voilà. Alors je suis là, Charlotte a une. Donc toi, Oui. une boule au ventre. Qu'est-ce que Ouais. je vais faire automatiquement? Je dirais, Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Inspire, ferme les yeux. Je sais, Dis-moi ce qui se passe. je sais. Voilà. Et là, tu me dis, je sais. En fait, je ressens. Ouais. Et c'est ça la question importante. Ouais. C'est qu'est-ce que tu ressens? Et à partir de là, on va l'éclairer. Parce qu'il y a une frustration, il y a un truc qui se joue dans le coin. C'est peut-être pas si important que ça, mais Je c'est savais là. pas que ça allait être ma thérapie, cette émission. Et j'aurais fait la même chose avec Mike. Je dis, qu'est-ce qui se passe, Mike? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Ouais. que tu ressens? Et c'est parce que j'écoute ce qu'il ressent Donc, que je vais on, pouvoir allumer on une lumière. accueille, on essaye de transformer, c'est ça? Pour Alors être ça, c'est la deuxième étape. Ouais. La première, c'est d'identifier. Ouais. La deuxième, c'est au fond de se dire, à l'opposé de ça, qu'est-ce qui naît? C'est quoi la valeur importante? Mhm. C'est sûr une valeur importante. Sinon, le corps, il réagirait pas. Mm, mm. Et une fois qu'on a allumé la lanterne, en termes d'aspiration, ce que je voudrais, mon désir, mon attente, mon envie, je dis, OK, maintenant, Charlotte, imagine que ça s'arrange. Imagine, on ne sait pas comment ça va s'arranger, mais ton idéal, ce serait quoi là-dessus? Et là, je vais mettre ton focus sur la situation. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je vais pouvoir t'aider ou t'accompagner sur les premiers pas. C'est quoi ton premier pas? Et c'est pas grave si on va pas au bout, mais si ça, c'est ton rêve, First step. c'est ton espoir, Ouais. c'est quoi ton premier pas? Et c'est là que l'action arrive, en troisième position. Souvent, on met Ok. l'action en première position, c'est pas une bonne idée. Ok, ben on a appris énormément de choses avec vous, ces différentes étapes d'acceptation et puis ensuite de transformation sur quelque chose qui va pouvoir nous tirer vers le haut. Raibed est allé à la rencontre de personnes qui sont entrepreneurs et il leur a parlé de santé mentale. On l'écoute tout de suite. Hey, salut les amis, aujourd'hui on va parler psychologie parce que vous savez qu'entrepreneur c'est un métier compliqué qui demande d'être solide mentalement. Donc on va aller demander aux entrepreneurs comment ils font pour pas devenir fous. Allez, let's go. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat ça peut rendre fou? Oui. Ouais, carrément. Ça rend complètement fou. On est tous un peu perchés, non? Ah oui, je pense, ouais. Bien sûr que ça rend fou. Je suis fou. Oui, ça peut rendre fou parce que c'est sûr que c'est des hauts et des bas. Est-ce que tu t'es déjà senti seul depuis que tu entreprends? Oui, je me suis lancé seul. Je me suis senti seul à plusieurs reprises. Ouais, souvent. Ça fait partie du jeu aussi. Ouais, pas mal de fois, ouais. Non, pas vraiment parce que je suis avec ma femme. Est-ce que tu as déjà pleuré ou craqué face à une difficulté dans ton entreprise? Non, pas vraiment pleurer, mais c'est vrai qu'avoir vraiment des gros coups de moins bien, ça arrive, ouais, ça arrive clairement. Ouais. Non, en vrai, non. Stoïque un peu, tu vois. Personnellement, étant assez sensible, les larmes coulaient, ça c'est certain. T'inquiète, je suis aussi sensible que toi, hein. Moi je pleure une fois par jour. Je suis un bonhomme. Ça me gêne un peu que tu me poses cette question, là, tu vois. Non, je rigole. Alors moi je pour, rigole. pour t'aider, Soyons sincères, oui. c'est quand la dernière fois? Bah, la semaine dernière. Comment tu fais pour aller mieux dans ces moments-là? Bah, très vite, on en parle avec l'équipe, on trouve des solutions. Je prends tous mes enfants dans les bras, je fais un gros câlin. Est-ce que tu as déjà consulté un psy ou un coach pour t'aider dans ces moments difficiles? Non, pas encore, j'avoue. Non. Jusqu'à présent, non. Donc j'espère ne pas en avoir besoin, mais aujourd'hui, non, pas encore. Non, par contre, je demande souvent conseil à des proches. Jamais pour l'instant. Non, parce que tu vois, il y a encore cette étape à passer. Je me dis, non, ça va, je suis jeune, j'ai la niaque et tout. Je me dis, ça va, je peux passer à travers les gouttes.
C'est hyper intéressant de voir un peu le ressenti, surtout quand on parle de ça. Fanny, ça t'évoque quoi, toi? Ouais, c'est magnifique, c'est hyper attendrissant parce que je crois qu'on se reconnaît tous. Enfin, en tout cas, quand on est entrepreneur, on se reconnaît tous là. Et puis, je reconnais beaucoup des personnes que j'ai accompagnées dans ce cadre-là. Il y a vraiment cette solitude, mais cette solitude, à la fois, elle est voulue parce qu'il y a un fort, fort besoin de liberté chez les entrepreneurs. C'est vraiment, je crois, le driver principal des personnes qui entreprennent, c'est la liberté. Et cette liberté, ben, elle va justement avec ce chaos intérieur qui est permanent. Et en fait, je pense que les entrepreneurs, ce qu'ils doivent apprendre au quotidien, c'est à vivre avec leur chaos, à vivre avec leur inconfort. En fait, il faut apprendre à maîtriser l'inconfort. Il faut apprendre à être en permanence à l'aise, beaucoup plus à l'aise que les autres avec l'inconfort. Parce que les coups dans la figure, en fait, on sait qu'on va les prendre. C'est pas peut-être on va les prendre et qu'est-ce qu'on fait si jamais on les prend. C'est on sait qu'on va les Cette prendre. instabilité, elle est intrinsèque à tout ça. Elle va avec le métier, avec le parcours, avec le chemin de vie de l'entrepreneur. Donc ça, il faut qu'on apprenne, nous, à être plus OK que les autres avec l'inconfort. Et c'est ce que disait Alec. En fait, je pense que c'est complètement juste cette idée d'acquérir de la data, en fait. C'est bien ce que tu disais, d'intégrer de la data, d'avoir des données sur soi-même, de savoir dans quelle situation je suis en performance, dans quelle situation, au contraire, c'est mon point de fragilité. Si vous savez, par exemple, vous savez que quand vous organisez un gros événement, eh bien, à ce moment-là, c'est pas peut-être, c'est sûr que juste après ce gros événement que vous aurez créé, vous allez avoir, encore une fois, je parle beaucoup de dopamine aujourd'hui, un crash de dopamine, c'est sûr. C'est pas peut-être, c'est sûr et certain. Et donc ça, il faut le préparer. Si vous savez comment vous vivez votre crash de dopamine, est-ce que vous tombez malade tout de suite après le gros événement, est-ce que vous avez une sorte de baby blues et que vous vous mettez à pleurer, etc. Eh bien, vous le préparez au mieux. Donc, vous êtes super entouré, vous vous dites, si vous vous mettez à pleurer, si vous êtes hypersensible juste après avoir organisé un gros événement, alors là, vous demandez à votre team, à votre équipe, au vôtre, d'être proche de vous et vous dites, voilà, je sais que je suis sensible dans ces moments-là, donc il va me falloir des moments de cocooning. Si en revanche, vous savez que vous tombez malade à chaque fois, que dès que c'est le moment des vacances ou juste après. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Il y en a plein. Ils partent en vacances et qui sont malades. Voilà. Et ça, des gens très proches de moi qui savent. Exactement. Et ça, c'est parce qu'il y a. Alors, c'est plus que c'est autre chose que l'adrénaline. C'est un cousin, c'est un neuromodulateur cousin. C'est l'adrénaline qui baisse. En fait, l'adrénaline, si vous voulez ne pas tomber malade, ça c'est un truc qui n'a rien à voir, mais si vous voulez ne pas tomber malade, respirez, inspirez très profondément et soufflez courtement. Voilà, et comme ça, vous allez faire voilà. Si votre inspiration est très longue et que votre expiration est très courte, alors vous allez davantage, votre cerveau, il va vous faire créer de l'adrénaline. Ça, clairement, on peut l'appliquer dans le quotidien et c'est vraiment ça dont on a besoin. Merci beaucoup, Fanny, pour cette petite astuce. On va enchaîner et c'est vrai qu'on a tendance à le voir et on l'a vu avec les interviews des entrepreneurs ici sur le salon du Made in France. On a souvent tendance, en tant qu'entrepreneur, et je m'inclus dedans, à dire « bon, ça va aller, on fait rien ». Mais quand même, il peut y avoir des risques qui sont derrière. Et heureusement, les CCI et les acteurs régionaux ont mis en place des cellules qui permettent d'écouter et de parler avec des professionnels qui comprennent les problématiques et qui voient ce qu'il y a derrière. Et on va tout de suite écouter le pitch. Bienvenue Jean-Luc Malek. Merci. Ça va? Ça va, merci. C'est à toi. Très On bien. t'écoute. Alors, Parle-nous un petit peu de ce que tu as monté. On en a parlé tout à l'heure. C'est absolument génial et en même temps triste, mais génial. Oui, alors donc il y a 10 ans, je rencontre un greffier d'un tribunal de commerce qui côtoie des dirigeants d'entreprise autour des redressements et liquidations judiciaires, donc des moments extrêmement durs pour un entrepreneur, Ouais. et qui est démuni comme un mandataire judiciaire, comme un greffier, comme des experts comptables. Tous les acteurs du monde économique qui rencontrent un dirigeant fragile ou vulnérable à des moments difficiles. Et en fait, l'idée, c'était de comprendre ce qu'on pouvait faire de mieux ou de plus et de monter un dispositif qui s'appelle APESA, qu'on a appelé APESA, Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. L'idée, c'est de former des acteurs du monde économique, de la création de l'entreprise jusqu'à sa cession, sa liquidation, sa transmission, à mettre des mots sur la souffrance de quelqu'un que l'on côtoie dans le monde professionnel, accepter l'idée que quand on est expert comptable, greffier, mandataire, conseiller CCI, banquier ou personnel de l'URSSAF, et qu'on est face à une décision difficile pour un entrepreneur, on peut aussi distinguer l'entrepreneur de son entreprise,
première chose, Oui. et de se dire qu'on peut prendre une décision de justice ou prendre une décision difficile, mais aussi assurer l'accompagnement psychologique de celui qui va vivre une situation difficile. Donc, j'ai monté un dispositif que j'ai cofondé avec ce greffier, Marc Bignet, et on a formé aujourd'hui 6000 dirigeants ou acteurs du monde économique à repérer les fragilités chez des dirigeants d'entreprise. On a un système d'alerte voilà, avec une application. Toutes les sentinelles que l'on forme sont toutes identifiées. Mhm. Et quand elles rencontrent un dirigeant fragile, elles essayent de le convaincre de la nécessité d'être pris en charge psychologiquement. On a une veille sanitaire qui reçoit toutes les alertes. Le dirigeant est rappelé dans les 20 minutes qui suivent l'alerte et il va bénéficier de 5 consultations gratuites chez un psychologue libéral à proximité de chez lui. Voilà. C'est extraordinaire. Donc on a commencé il y a 10 ans, en 2013, avec l'idée qu'on pouvait faire sans doute mieux que ce qu'on faisait. Voir quelqu'un qui souffre dans son parcours d'entrepreneur, il y en a beaucoup. Hein. On oublie que le capital le plus important de l'entreprise individuelle, c'est la santé de son dirigeant. C'est l'humain, oui. Sauf que le dirigeant, lui, il pense que la santé de son entreprise est prioritaire à la sienne. Et ce qui fait tout ce que vous avez très justement dit, que quand on est face à des difficultés, au lieu de s'arrêter, on travaille encore plus. On commence à avoir des troubles du sommeil, on commence à avoir des petits signaux faibles de fatigue, de perte de mémoire, d'attitude, de comportement avec les autres. Et finalement, la première chose que l'on fait, comme on est pour beaucoup des solitaires, solitaire, ça ne veut pas dire aimer la solitude, mais ça veut dire bien fonctionner avec soi-même. Et, voilà, et quand on est confronté à des premières difficultés, ce qui est le moteur à la créativité, c'est-à-dire ce fonctionnement solitaire, devient un frein à la prévention. Au lieu de s'ouvrir, on se renferme, on n'écoute pas les signaux faibles. C'est un cercle vicieux. Et on parle après de psychosomatique, le corps va manifester effectivement, sans forcément qu'on ait conscience de ça, les problématiques psychiques qui se transforment par des problématiques somatiques. Comment est-ce que les sentinelles, comme vous les appelez, viennent à vous? C'est vous qui allez vers elles ou c'est les personnes qui doivent vous connaître pour Alors aller, non, pour on venir a à des vous? principes fondateurs. On est aujourd'hui à 11 000 prises en charge en 10 ans. Ce n'est Waouh. pas anodin. 11 000 chefs d'entreprise qui ont été pris en charge par le dispositif APESA sur aujourd'hui 95 tribunaux de commerce, puisqu'on a un dispositif sur 95 des 134 tribunaux de commerce en France et outre-mer. Les sentinelles sont identifiées dans les départements, puisqu'il y a une association par département. Il y a APESA 33, APESA 44, APESA 29. Et ce sont ces associations départementales qui sont souvent à l'initiative ou de la CCI, mais surtout du tribunal de commerce et des acteurs des tribunaux de commerce, en se disant que peut-être que la liquidation judiciaire est le moment le plus dur du passage Fragile. de la vie d'entrepreneur et que peut-être c'est ces moments-là qui sont les plus importants à accompagner. Mais on ne fait pas de la psychothérapie, on fait 5 consultations. 5 consultations, c'est suffisant pour désamorcer une situation de crise où finalement on propose aux dirigeants de raconter à quel point ça a été difficile depuis des mois, des années. Et Donc qui les est-ce qui les sentinelles... fait, ces consultations, ce sont des psys? Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Donc les sentinelles sont des acteurs du monde économique. Ils ont une formation de 3 heures avec nous. Oui. Ensuite, ils ont accès à une fiche alerte. Ils sont recrutés, en fait, ils peuvent se rapprocher de n'importe quelle association pour demander à être sentinelle. D'accord, parce que moi, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que vous connaissiez? Pas du Ça tout. fait 10 ans. Vous connaissiez Moi, Paul? je ne connaissais pas, en tout cas, sous cette forme-là, mais je suis très heureux de l'apprendre. Et, Mais il d'ailleurs, faut ça m'intéresse, absolument qu'on d'en savoir connaisse un peu davantage plus parce que je sais dans quel genre d'environnement Alors, cette situation on se a des conventions avec beaucoup d'ordres. On a une convention avec l'Ordre des experts comptables, avec la Caisse nationale des commissaires aux comptes, avec les commissaires de justice, avec l'Ordre des avocats aussi. Enfin, en fait, c'est un dispositif qui consiste à identifier le plus tôt possible un dirigeant d'entreprise, mais plutôt les petits patrons, parce que c'est les petits patrons qui sont souvent un peu moins accompagnés, ont un Oui, peu un moins peu de plus seuls. réseau, sont aussi, ils ont investi tout leur patrimoine, mais tout son patrimoine, c'est-à-dire l'histoire de famille souvent. Et puis, quand on commence à avoir des difficultés, qu'on dort plus, qu'on rentre plus trop chez soi, parce qu'on travaille encore plus, et qu'on commence à avoir des troubles de l'humeur, on a aussi beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Donc, on a une accumulation petit à petit de terrains de vulnérabilité, et on se retrouve seul. Et le jour où on se retrouve seul, on a parfois des idées noires et parfois des idées suicidaires. Et le dispositif est un dispositif de prévention du risque suicidaire des chefs d'entreprise. Qu'est-ce que ça t'évoque, Alex? Ça te parle? Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, bravo. Et je pense que ça devrait être encore plus visible, encore plus communiqué. Et je rebondis sur un point. Dans le micro-trottoir, sauf erreur, Paul et Cyril, de mémoire, font l'erreur que 99% des entrepreneurs font, c'est-à-dire qu'ils le verbalisent, ils disent clairement « je pense ne pas en avoir encore besoin, j'ai pas de problème Ouais. etc. Ça va aller. Et on est vraiment dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens ne sont pas dans la prévention, ils sont dans la réaction.
Et il faut vraiment éduquer les gens, et je pense que cette émission est parfaite pour ça notamment, à se dire je dois m'écouter, je dois faire de la prévention, je dois m'entourer de professionnels, faire appel à des services comme celui-ci ou d'autres avant qu'il ne soit trop tard. Et je reviens sur toi, Mike, toi qui as vécu donc cette expérience malheureuse, mais finalement qui a dû te renforcer dans ta vie d'aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans cette expérience, puisqu'on a ouvert notre culture. Est-ce que toi, tu as l'impression de pouvoir accompagner, d'aider les autres avec ce que tu fais aujourd'hui? Bah, le fait que je sois tombé dans ça, je pars tout le temps du principe. Enfin, parce que moi, j'ai eu du mal à trouver de l'aide de la part des psychologues, des thérapeutes, même si on a des très bons. Comment Euh, ça se fait, ça? Bah, je peux pas l'expliquer. Je pense que je suis pas tombé sur des bons. Est-ce que oui, des tu as bons- cherché quand même Ouais, j'en- Non, mais j'en- ouais, j'en ce que ai- je veux dire, c'est que tu as été en contact avec des personnes. Peut-être que ça ne matchait pas, mais C'est ça, c'est ça. Mais du coup, c'est en fait ce qui fait du bien quand on tombe dans la maladie mentale, c'est aussi de voir des témoignages de personnes qui traversent les mêmes choses et qui ont réussi à s'en sortir. Et ça, il y en a pas beaucoup. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire avec ma chaîne. Et je rebondis sur ce que dit Alex. Ce qui est très compliqué, en fait, euh, c'est qu'on se sent invincible. On a l'impression qu'on peut tout faire jusqu'au moment où ça craque. Et malheureusement, ben, c'est trop tard. Donc, de vraiment capter, faire de la prévention et capter tous ces signaux, c'est vraiment le plus difficile, je pense. Et c'est super apaisant, je trouve ça magnifique, Mais, bravo. mais justement, C'est- comment un chef d'entreprise qui vous regarde aujourd'hui, qui se dit, bah, soit moi je veux être formé, soit moi j'ai besoin parce que je sens que ça commence à être fragile, je ne sais pas, comment on vous contacte, comment ça Alors, se passe? c'est simple. Donc, il y a un réseau de sentinelles, Oui. 6000 aujourd'hui. Ça veut dire que dans tous les départements, il doit pouvoir trouver une sentinelle, la Donc on va rencontrer. sur votre site Voilà. internet? En fait, on peut bénéficier d'une prise en charge à partir du moment où une alerte est lancée par une sentinelle. D'accord. Donc, la démarche, c'est de trouver sur son département une sentinelle. Et Il y comment a on un trouve site une internet sentinelle? sur lequel il y a toutes les associations départementales. Il suffit de trouver les coordonnées du référent de l'association locale, de l'appeler et on peut lancer une alerte. À partir du moment où on lance une alerte, il y a une veille sanitaire. Et puis derrière, on a un réseau de 1800 psychologues avec lesquels on a des conventions qui sont sur tous les départements. La question que vous posiez tout à l'heure, elle est essentielle, c'est-à-dire que le dispositif est proactif. Ce n'est pas à l'entrepreneur d'appeler, c'est nous qui l'appelons. C'est essentiel D'accord, oui. parce qu'on a bien vu dans tous vos témoignages que quand on est au fond du trou, quand on est hyper fragile, on n'a plus aucune capacité de prendre des décisions pour soi. Mais On pour est ça, il faut coupé de trouver ses la capacités sentinelle, il faut décisionnelles. rencontrer la sentinelle. Il faut rencontrer la sentinelle où il faut Donc il y en a chez l'ordre des démultiplier, experts comptables. bien sûr, il faut démultiplier les réseaux de sentinelles pour qu'on n'ait pas 6 000, mais 15 000, 20 Qui 000, deviennent sentinelles. 50 000 sentinelles pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient en capacité de connaître ce dispositif, de rencontrer à n'importe quel moment de la vie de l'entrepreneur, encore une fois, des terrains de vulnérabilité pour les faire bénéficier de la prise en charge. Sachant que un chef d'entreprise peut aussi souffrir de manière très importante sans avoir de problème économique. Et je fais une distinction aussi Ça n'a rien à voir. qui est très importante Ouais, entre c'est- troubles psychiatriques, maladies mentales et ce que j'appelle les troubles psychiques transitoires réversibles, que beaucoup d'entrepreneurs traversent, c'est-à-dire des moments difficiles, mais qui sont transitoires et Oui. qui sont réversibles Mhm. avec une prise en charge rapide et avec des Quand c'est professionnels de santé. accompagné, quand c'est Oui, accompagné. et quand c'est accompagné, on me disait, mais M. Douillard, 5 consultations pour un dirigeant qui pense au suicide, ce n'est pas suffisant, mais c'est largement suffisant. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de les identifier. Une fois qu'ils sont identifiés, on leur fait rencontrer des professionnels qui sont formés et à l'entretien de crise et aux procédures collectives. C'est très important parce que nos psychologues sont aussi formés à la spécificité du métier d'entrepreneur. Merci beaucoup. Un petit mot rapide pour conclure, Fanny. Un petit mot, juste un dernier tips. Alors, je dirais utiliser la nature, c'est-à-dire la lumière, le chaud, le froid. Oui. Je vous dis comment rapidement. Un truc tout bête. Il faut que dans les 8 premières heures suivant votre réveil, et là, ça va pour tout le monde, mais encore plus évidemment Oui. pour les gens qui sont en détresse, dans les 8 premières heures après votre réveil, il faut que vous ayez le plus de luxe possible qui lumière. passe par vos yeux, de lumière possible qui lumière. passe par vos yeux. Ok. Donc, dès que vous vous levez, s'il fait jour, voilà, ouvrez la fenêtre ou allez vous balader pour avoir vraiment la lumière du Et de jour. la lumière du jour. Oui. Et sinon, mettez une lumière de photothérapie. Merci beaucoup. On vous prépare du contenu complémentaire pour que vous puissiez aller piocher dedans sur cette santé mentale pour les entrepreneurs. Merci Waïb. Je t'en prie. On se retrouve la semaine prochaine. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas